Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 2 décembre 2025 et notre cher ami John Helmer est avec nous. Bon retour parmi nous, John. Merci de m'inviter à nouveau, Nima. C'est un plaisir d'être. Veuillez appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à toucher davantage de personnes. John, laissez-moi commencer. Nous savons que Steve Witkoff est en Russie pour discuter et rencontrer des responsables russes, essentiellement Vladimir Poutine et son administration. Et voici les dernières nouvelles en provenance de Russie. Selon Peskov, l'objectif principal de ces réunions est que la Russie souhaite résoudre le conflit pour des générations. Oui, et qu'est-ce que cela signifie selon vous? Parce que la guerre en Ukraine, beaucoup de gens la critiquent pour sa durée excessive. Il y a de lourdes pertes des deux côtés, ukrainiens et russes. Alors, quel est l'intérêt de poursuivre le conflit? Et, en mettant de côté les motivations et les enjeux militaires, politiquement parlant, que signifie le fait que Peskov dise qu'ils veulent mettre fin à ce type de conflit pour des générations? C'est un point très important que Peskov vient de soulever. Et je peux dire à notre audience qu'il est 2h05 de l'après-midi à Moscou. Donc cela fait 5 minutes que la réunion entre Witkoff et le président Poutine a commencé au Kremlin pendant que nous parlons. La déclaration de Peskov a été faite il y a environ 1 heure à Delhi, en Inde, pour informer les journalistes indiens avant l'arrivée du président Poutine le jeudi 4 décembre. Poutine sera sur place les 4 et 5. La question que les journalistes indiens ont posée à Peskov est la même que celle que tout le monde qui nous écoute se pose, et nous ne savons pas encore ce qui ressortira de la réunion avec Witkoff. La question est la suivante. Nous avons vu le plan de Miami en 28 points, et nous avons vu, sans les détails, le plan de Genève en 19 points. Nous avons vu cela réduit à un plan inutile à Abu Dhabi. Et nous avons vu les rapports de Witkoff et Kushner, Jared Kushner, discutant avec Rubio et les Ukrainiens à Miami. Et cela à plusieurs reprises au cours des dernières heures. La question qui se pose, celle à laquelle Peskov répondait, est de savoir si la Russie est prête à conclure un accord pour simplement suspendre les combats, faire une pause et se préparer à la reprise de la guerre plus tard. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agissait dans ces négociations et dans les différents plans américains? L'offre américaine vise-t-elle à maintenir l'Ukraine en état de combattre pour poursuivre la guerre? C'était la question que se posaient les Indiens, car ils me l'ont demandé. J'étais à Delhi la semaine dernière. Il s'agit vraiment de savoir s'il s'agit d'une solution à court terme ou à long terme pour la Russie. Ainsi, lorsque Peskov déclare, à peu près au moment où Witkoff se présente au Kremlin pour présenter le dernier plan que cela concerne les générations à venir, c'est bien ce qu'il veut dire. C'est un règlement de fin de guerre, pas une pause. C'est la première chose. Ensuite, il est censé régler les choses pour de nombreuses générations à venir. Examinons les précédents afin de pouvoir juger tout ce qui sortira de la bouche de Witkoff, ou tout ce qui sera divulgué par lui, par Kushner, ou par d'autres membres de l'administration Trump à leur presse. Quels sont les précédents d'une paix qui dure des générations? Eh bien, souvenez-vous de la façon dont la Première Guerre mondiale s'est terminée. La guerre pour mettre fin à toutes les guerres ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Et regardez le précédent du traité de Versailles. Voyons comment le conflit avec l'Allemagne s'est terminé en 1918, puis comment les guerres avec le Japon et l'Allemagne se sont terminées en 1945. Quel précédent, quelles normes fixe-t-il pour juger les documents, les conditions que Witkoff apportera? Eh bien, tout d'abord, il y a ce qu'on pourrait appeler la question du de jure contre le de facto. La Russie insiste sur le fait qu'il doit s'agir d'une paix pour les générations à venir, n'est-ce pas?
Cela signifie qu'il doit y avoir une reconnaissance internationale, à commencer par les États-Unis et incluant l'OTAN, des territoires russes, la Novorossiya, le Donbass, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, Kherson et la Crimée. Cela doit être de jure. Pourquoi? Parce que ça doit être une question de droit, de reconnaissance internationale. Si ce n'est qu'une acceptation de facto, c'est une invitation pour les Ukrainiens et leurs soutiens occidentaux à continuer pendant des années à essayer de les reprendre. Donc, le de jure est la norme. Dans le traité de Versailles, l'Allemagne a perdu des territoires qu'elle n'a jamais retrouvés, sauf par la guerre de 1939 à 1945. Et ensuite, elle les a perdus définitivement. Perdus pour de bon. Alors, qu'est-ce que de jure? Cela signifie une reconnaissance internationale acceptée. C'est la première chose. Il ne s'agit pas d'un cessez-le-feu. C'est un processus juridique, un règlement conforme au droit. La deuxième chose que nous retenons de Versailles et de la fin des guerres avec le Japon et l'Allemagne en 1945, c'est qu'il doit y avoir des limites aux capacités militaires de l'Ukraine. Le côté russe dit depuis le début qu'il doit y avoir une démilitarisation. Tout le monde comprend que c'est le premier objectif de l'opération militaire spéciale. Ce que cela signifiait à la fin de la Première Guerre mondiale, dans le traité de Versailles, c'est que l'Allemagne ne pouvait pas avoir une armée de plus de 100 000 hommes. Elle ne pouvait pas posséder de sous-marins. Il lui était interdit d'avoir des navires de guerre de plus de 10 000 tonnes. La démilitarisation après la Seconde Guerre mondiale signifiait un désarmement complet, une démilitarisation totale. Pour le Japon, cela s'est traduit par une force d'autodéfense limitée inscrite dans la constitution japonaise. Aujourd'hui, tout le monde sait que les Japonais s'efforcent de contourner leur propre constitution, d'élargir leur armée, et qu'ils le font avec l'encouragement de Trump. Oui, cela se produit, mais ce que je dis est un peu différent. La norme actuelle, la norme pour l'accord dont on discute en ce moment, doit suivre ce précédent. La démilitarisation signifiait cela pour la défaite de l'Allemagne. Elle signifiait cela pour la défaite du Japon. Elle signifiait cela pour la défaite de l'Allemagne hitlérienne. Encore une fois. Voilà ce qu'est la démilitarisation. Et si vous ne la mettez pas en œuvre, vous aurez à nouveau la guerre. La dénazification de l'Ukraine est le troisième élément. Il est facile de comprendre que quiconque prend le pouvoir à Kiev doit accepter d'éliminer la haine raciale fondamentale envers les Russes, la discrimination contre la langue, la culture, l'Église. Toutes ces mesures légales en place depuis 2014 doivent être supprimées. Sinon, une autre génération grandira en détestant les Russes et en voulant retourner à la guerre, avec beaucoup de soutien de la CIA, du MI6, du BND en Allemagne et ainsi de suite. Ainsi, la dénazification constitue le troisième critère pour créer ce que Peskov vient de décrire comme un règlement destiné à résoudre nos problèmes de sécurité pour de nombreuses générations à venir. Maintenant, il y a deux autres points importants dans les plans que nous avons mentionnés, les plans dont nous avons parlé la dernière fois avec toi, Nima, qui sont les soi-disant APA, ou plutôt les opportunités économiques, principalement dissimulées dans le point 14 du plan de Miami. C'est là que le camp américain, principalement Witkoff, Kushner et les autres hommes d'affaires de la famille Trump et de l'administration Trump, a cherché à privatiser les actifs bancaires souverains de la Russie, les 300 milliards, en prenant 100 milliards pour les placer dans un véhicule d'investissement à but lucratif en Ukraine, puis en transférant les 200 milliards restants dans un soi-disant fonds de développement Russie-États-Unis, dirigé par des personnes comme Kushner ou les fils Kushner-Witkoff, Howard Glutoni, les fils du secrétaire au commerce, et ainsi de suite.
C'est une privatisation stupéfiante et sans précédent d'actifs souverains. Cela a été fait pour vaincre l'Allemagne, puis l'Italie. Les Américains sont arrivés avec le Conseil de contrôle, la commission militaire qui a pris le contrôle de l'Italie, par exemple, et ils ont commencé à privatiser les actifs italiens. Mais l'Italie avait été vaincue. Italy's assets, but Italy was defeated. Germany was defeated in war. Japan. L'Allemagne a été vaincue pendant la guerre. Le Japon a été vaincu. C'est ce type de privatisation des actifs souverains qui est proposé dans le plan de Miami pour la Russie, les réserves souveraines de la Banque centrale de Russie. C'est extraordinaire. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Et si l'on essaye, il y aura une réaction russe très forte. Cela nous ramène donc à la guerre économique. Pour résoudre le problème, comme Peskov vient de le dire, pour régler les questions de sécurité pour de nombreuses générations à venir, les Américains et les Européens doivent cesser de mener une guerre économique. C'est ce que sont les sanctions. Et pourtant, le plan de Miami, conçu par Witkoff et Kushner, prévoyait de lever ou d'assouplir les sanctions au cas par cas. Au cas par cas signifie, dans la langue anglaise qu'utilisent Witkoff et Kushner, « corromps-moi et je verrai si je peux arranger ça pour toi ». Bribe me and I'll see if I can fix it for you. Yeah. John, yesterday we had John, hier nous avons eu la rencontre entre Emmanuel Macron et Zelensky. Macron parlait des raisons pour lesquelles nous discutons de la corruption en Ukraine et en Russie. Tu sais, ce qui m'étonne le plus, c'est que lorsqu'on parle de corruption, on ne peut pas trouver un seul pays sur cette planète qui en soit exempt. Elle existe partout. Mais le point principal concernant la corruption en Ukraine, c'est la manière dont le pays reçoit tant d'argent de l'Occident collectif. Et la corruption se produit dans le processus de réception et de dépense de cet argent. C'est là tout le problème avec l'Ukraine. Pourquoi doivent-ils, vous savez, essayer de manipuler toute la question de la corruption en Ukraine? À mon avis, c'est la clé pour mettre fin au conflit là-bas. Parce qu'il existe un vaste processus, une sorte de système qui s'est mis en place en Ukraine, où l'argent circule et où beaucoup de gens profitent de la poursuite du conflit. C'est l'un des problèmes fondamentaux. Pourquoi s'en prendre à la Russie, au lieu de s'attaquer à ce qui se passe en Ukraine en matière de corruption? Well, nothing Emmanuel Macron has to say about Eh bien, rien de ce qu'Emmanuel Macron peut dire sur la guerre ne change grand-chose aujourd'hui. Cet homme se bat pour survivre en tant que président de la France, plus impopulaire que n'importe quel président de mémoire récente, et il a besoin de poursuivre la guerre, à la fois pour soutenir ses bases militaires et pour détourner l'attention de l'Assemblée nationale et de l'opinion publique, essayant de continuer à gouverner par décret. Nous en avons déjà parlé. Macron a besoin d'une guerre pour pouvoir gouverner par décret. C'est ce qu'il fait. Et qu'il parle ou non de lutter contre la corruption en Russie n'a aucune importance. Il trouvera des excuses et des justifications, mais il n'exposera pas les forces françaises, les unités françaises, à une contre-attaque du côté russe pour ensuite devoir expliquer le retour de corps. Cela, il ne le fera pas. C'est donc une façade bavarde destinée à résoudre des problèmes intérieurs. Mais vous avez soulevé le point le plus important. Quelle est la signification de cette campagne de lutte contre la corruption ou de contre-corruption en Ukraine? Eh bien, nous en avons déjà parlé. Une partie du scandale de corruption actuel provient des efforts de l'administration Biden, de la Fondation Soros et des services de renseignement américains pour écarter certains responsables ukrainiens pour corruption tout en maintenant d'autres en place, au pouvoir et sous contrôle. Évidemment, nous savons tous que la famille Biden elle-même a été impliquée de manière corrompue en Ukraine,
en particulier la relation de Hunter Biden avec Igor Kolomoïski et certaines sociétés d'exploration gazière opérant dans l'est du territoire ukrainien. Cette histoire est bien connue. Je l'ai racontée dans Danseurs avec des ours en gris, en détaillant le prétendu scandale de l'entreprise Burisma, dans lequel Hunter Biden a touché de l'argent il y a des années. Mais l'ampleur de la corruption révélée aujourd'hui est relativement faible comparée à celle du pillage et de la corruption administrée depuis le sommet depuis 2014. Administrée, c'est-à-dire par les chefs de gouvernement mis en place par les Alliés, en commençant par Petro Poroshenko et en terminant par Volodymyr Zelensky. And ending with Vladimir Zelensky. Those people oversaw. Ces personnes ont supervisé la redistribution corrompue de centaines de milliards de dollars d'actifs à travers la Banque nationale d'Ukraine vers le système bancaire privé, dans lequel Kolomoïski était un expert pour détourner plusieurs milliards de dollars, bien plus que la corruption récente présumée autour de Timo Mindik. Pourquoi alors Andrei Yermak fait-il maintenant l'objet d'une enquête pour corruption? Eh bien, pas Zelensky, ni aucun membre du cercle que Yermak a mis en place autour de lui, y compris, je crois, un homme nommé Alek Tatarov, son adjoint, qui n'a été accusé de rien. C'est un système de corruption, et tout le monde y est complice, jusqu'à Zelensky. Ainsi, lorsque certaines personnes sont particulièrement visées, on comprend qu'il s'agit d'une opération de bouc émissaire politique destinée à évincer un individu et à le remplacer par un autre. C'est une forme de crise de succession. D'accord, beaucoup de podcasteurs diront que c'est le début de la fin du régime Zelensky. Eh bien, cela reste à voir. Comme je l'ai dit, et comme nous l'avons dit dans cette émission, je ne peux plus prétendre avoir de bonnes sources ukrainiennes. Je peux recommander à notre public de lire Peter Korotayev, qui publie une chronique sur Substack intitulée « Événements en Ukraine ». Son dernier article, je crois publié hier, examine la chute de Yermak avec un point d'interrogation. Ce qui se passe, pourquoi cela se passe, et quelles en sont les conséquences pour les autres, ceux qui restent. De toute évidence, Yermak est aussi complice de cette corruption massive que Zelensky. Zelensky écarte Yermak, une cible depuis des années de diverses factions en Ukraine, afin d'affaiblir le pouvoir de Zelensky et de le remplacer. Pourquoi n'avons-nous pas entendu la droite radicale ou les nationalistes d'Azov, des personnes comme Zelensky, le général Beletsky par exemple, qui sont en lice pour le contrôle de l'état-major général? L'état-major général contrôlera bientôt le président, si ce n'est déjà le cas. Eh bien, pour le moment, Zelensky contrôle l'état-major général. Mais dans les conditions actuelles, on trouve, pardonnez-moi, des prétendants comme Zalojny, l'ancien chef de l'état-major militaire qui se trouve maintenant à Londres, Kirill Boudanov, le chef du renseignement militaire, et Beletsky, le chef des forces nationalistes d'Azov, ou néofascistes. Tous sont des prétendants potentiels au pouvoir, pour l'accès à l'argent et aux armes après le règlement. Ainsi, écarter Yermak revient à écarter quelqu'un qui fait obstacle à leurs ambitions. Mais quelle ambition sera satisfaite? Qui sortira vainqueur de cette lutte sous le tapis ukrainien? Nous ne le savons pas pour le moment, et je ne peux pas prétendre en savoir plus que Korotayev. Oleg Sarov, une figure importante de la présidence ukrainienne vivant actuellement en Crimée, y voit une pente descendante, le début de la fin de tout le régime Zelensky et la capitulation de l'état-major général. Il considère la destitution de Yermak comme le début de la fin pour Zelensky. Korotayev n'en est pas si sûr. Je pense qu'il serait insensé, depuis notre position lointaine, de dire quelle issue est la plus probable. Mais nous affirmons que la corruption est un jeu de dupes. Il s'agit de faire des boucs émissaires, des cibles politiques, destinées à être écartées et remplacées par d'autres tout aussi corrompus. Oui, je pense que c'est justement le point. Ce que la Russie dit,
c'est que Zelensky n'est pas le président officiel de l'Ukraine. C'est là le problème, John. Peu importe qui signe le document, tout accord, c'est là le problème. Vous savez, le prochain président viendrait dire « Je ne suis pas d'accord avec le précédent ». L'accord exige des élections dans un certain délai à partir de la signature. Des élections libres et équitables sont une plaisanterie en Ukraine, mais une Ukraine vaincue s'exprimera d'une manière quelque peu différente. Bien sûr, c'est la moitié de la population qu'elle avait en 2014. Mais oui, la position russe est que Zelensky n'a aucune légitimité en tant que président. Il doit être remplacé. La loi martiale sous laquelle il gouverne doit être levée. Il ne doit plus y avoir de mobilisation et des élections doivent être organisées dans les 90 ou 100 jours suivant la signature d'un accord. De cette élection découlerait un processus, potentiellement une autorité constitutionnellement légitime, capable de signer un accord. Reste à savoir si elle dispose d'un pouvoir suffisant pour faire respecter les termes de l'accord auprès des renégats, de ceux qui ont l'intention de combattre la Russie pendant les 100 prochaines années. Ce n'est donc pas seulement une question de légitimité de la succession ou des élections. Il s'agit de mettre en place des dispositions de démilitarisation et de supervision. Et je veux dire, je peux vous le montrer, je regarde enfin, pas tout à fait. Il s'agit de l'annexe de l'accord d'avril 2022 qui a été formulé entre la partie russe et la partie ukrainienne. Elle fixe des limites très claires quant au nombre de forces que l'armée ukrainienne pourrait avoir. La partie russe proposait 85 000 hommes. La partie ukrainienne, 250 000. Les chars devaient être limités. 800, c'est ce que voulait la partie ukrainienne. 342, c'était le chiffre russe. Je lis à partir de l'annexe. Véhicules blindés, 2400, c'est ce que les Ukrainiens voulaient. Un peu plus de 1000, c'est ce que proposaient les Russes. Et puis, il y avait des limitations spécifiques concernant la portée des systèmes de roquettes et de missiles. Elles ont toutes été dépassées par la guerre. Je peux vous lire par exemple ceci. L'Ukraine s'engage à ne pas développer, produire, acquérir ou déployer sur son territoire tout type d'armes de missiles ayant une portée de tir supérieure à 280 km. Eh bien, nous savons maintenant qu'ils atteignent jusqu'à 1000 km, voire plus. Donc, pour mettre en œuvre quelque chose de comparable à l'accord que nous venons d'évoquer d'avril 2022, les restrictions devraient être plus strictes. Mais tout ce qu'on nous dit depuis les 28 points de Miami, c'est que les restrictions sont plus souples, plus légères, jusqu'à devenir inexistantes. Il faut donc assurer la légitimité des élections. Il faut mettre en place un gouvernement véritablement démocratique. Mais ce gouvernement n'aura pas la capacité d'attaquer la Russie, ni de poursuivre la guerre. Voilà. Oui, Zaloujny a déclaré hier qu'il avait soutenu que les garanties de sécurité d'après-guerre pour l'Ukraine pourraient inclure l'adhésion à l'OTAN, le stationnement d'armes nucléaires sur le territoire ukrainien et l'arrivée d'une importante force militaire étrangère capable de faire face à la Russie. John, en examinant les cas qu'il a mentionnés, l'adhésion à l'OTAN, nous savons que ce n'est pas possible. Mais les armes nucléaires, je ne vois personne prêt à faire cela, n'est-ce pas? Les États-Unis, les Européens. Mais qu'en est-il d'une armée étrangère sur le sol ukrainien pour défendre les Ukrainiens? Qu'est-ce que cela signifie? Qui va fournir cela? Qui serait acceptable pour la Russie? Il existe une multitude de plans et de propositions différents. Vous avez tout à fait raison. Et si je ne me trompe pas, les propositions soumises par la partie russe en juin 2025 à Istanbul prévoyaient qu'aucune force étrangère ne puisse être déployée sur le territoire ukrainien. Aucune force étrangère. Je veux dire, je relis encore les dispositions de 2022
car elles existaient déjà à l'époque. Il était prévu que l'Ukraine n'accueille pas d'éléments de l'OTAN, d'éléments américains, de conseillers, de systèmes de partage de renseignements, d'équipage de missiles travaillant conjointement avec des troupes étrangères, de techniciens étrangers ou d'éléments de l'OTAN. C'est cela qui faisait de l'Ukraine une plateforme de combat de facto de l'OTAN contre la Russie. Et cela a été vaincu et continue de l'être sur le champ de bataille. Nous l'acceptons. Zelensky, non. Zelensky, non, le commandant en chef actuel. Et les autres non plus. Ils veulent continuer à se battre. Très bien. S'ils veulent continuer à se battre, il y a une solution russe pour cela. Le président Poutine l'a dit, et tous les responsables russes le comprennent. La confiance est là. Si les Ukrainiens n'acceptent pas les conditions russes, ils seront anéantis. En d'autres termes, c'est démilitarisation et départ, ou démilitarisation et mort. Ce sont les deux options. Le reste n'est qu'un fantasme, proposé par des prétendants potentiels cherchant à revenir au pouvoir. Eh bien, que puis-je dire de plus pour répondre à votre question? Nous verrons. Zaluzhny, John. Après tout, Zaluzhny est important, car il pourrait être le prochain président de l'Ukraine, ou peut-être occuper un poste crucial et clé dans un futur gouvernement ukrainien. Eh bien, peut-être, mais il n'aura pas accès au type de matériel de combat que possède l'armée. Souvenez-vous, si je ne me trompe pas, que le plan de Miami fixait un plafond de 600 000 soldats ukrainiens, modifié en quelques jours dans le plan de Genève à 800 000, puis la version d'Abu Dhabi n'imposait plus aucune limite. Je veux dire, pourquoi ai-je commencé par le précédent de Versailles? Parce que les vaincus ne dictent pas les conditions. Si nous voulons des pourparlers de paix durables pour les générations à venir, nous devons éliminer la source d'insécurité que les Russes ont tenté de gérer. D'abord par des traités de non-agression en décembre 2021, puis par la guerre, et maintenant par des négociations pour y mettre fin. Voilà les étapes que nous avons traversées. Nous en sommes maintenant au stade où M. Vitkov est assis au Kremlin, en face de M. Poutine, de M. Ushakov, de M. Lavrov, et nul ne sait si M. Dmitriev sera présent ou non. L'essentiel, c'est qu'ils essaient de s'entendre sur un cadre d'accord visant à traiter les causes profondes de l'insécurité de la Russie, en tenant compte du fait qu'au prix d'un lourd tribut en vies humaines, la Russie a vaincu tout ce que l'OTAN avait déployé sur le champ de bataille dans le cadre de la guerre en Ukraine. Et cela a été vaincu. Si c'est le cas, ils doivent comprendre que le précédent de leur côté est le désarmement, la démilitarisation et l'incapacité de reprendre le combat à la prochaine génération. John, hier je parlais avec Paul Craig Roberts et Larry Johnson. Nous discutions de la manière dont Vladimir Poutine a décidé de mener la guerre en Ukraine. Il y avait deux points de vue, et ils n'étaient pas d'accord sur la façon dont Poutine a choisi de le faire. En ce qui concerne la Russie, tu sais, nous nous souvenons que Poutine est arrivé au pouvoir en 2000. La Russie était dévastée sous le gouvernement de Eltsine. Et tu sais à quel point l'économie était désespérée à cette époque, à quel point la situation était catastrophique. Il est arrivé en 2000, et jusqu'en 2010, il était, vous savez, occupé par le conflit en Tchétchénie. L'économie n'allait pas très bien à cette époque. Il était affaibli, essayant de reconstruire l'économie et d'améliorer la situation en Russie. Puis en 2014, il y a eu le coup d'État en Ukraine. En regardant ce qui s'est passé au fil des années, la Russie était-elle en mesure, en 2014, d'intervenir en Ukraine pour éviter ce coup d'État? Pensez-vous que la Russie était prête à affronter l'Occident à cette époque?
That's two questions, really. Eh bien, en réalité, cela fait deux questions. La guerre contre l'Occident est très ancienne. Elle remonte à environ 100 ans depuis la révolution bolchevique. Elle a traversé plusieurs étapes. Et pardonnez-moi pour notre auditoire si je me répète. Les Alliés, y compris l'Allemagne, étaient prêts à attaquer l'Union soviétique, la Russie de Staline, jusqu'à ce qu'Hitler agisse de son propre chef et se retourne contre les Alliés occidentaux. La Russie avait proposé des traités de non-agression aux Tchèques, aux Polonais, aux Français et aux Britanniques. Mais non, ils continuaient à considérer Staline et la Russie soviétique comme leur principal ennemi, et non l'Allemagne hitlérienne. La défaite de l'Allemagne hitlérienne par la Russie et les Alliés a permis la reprise de l'ancien projet d'attaquer l'Union soviétique. On l'appelle la guerre froide, mais les plans de bataille prévoyaient l'anéantissement atomique de l'Union soviétique, jusqu'à ce que les Soviétiques développent leur propre capacité nucléaire pour dissuader les Américains de les exécuter. Nous connaissons ces plans. Daniel Ellsberg les a publiés. Ce qui se passe ensuite, c'est que l'Union soviétique retrouve son pouvoir de dissuasion, et nous traversons une phase de guerre périphérique, comme la guerre en Afghanistan, créée par Zbigniew Brzezinski et Jimmy Carter, et poursuivie par l'administration Reagan, même lorsque l'Union soviétique voulait se retirer. On la considérait comme une guerre par procuration efficace qui saignait les troupes soviétiques jusqu'à ce que Gorbatchev les retire, et jusqu'à ce que l'administration Reagan décide qu'elle avait des enjeux plus importants, qu'il valait mieux s'accommoder de Gorbatchev que de poursuivre la guerre en Afghanistan. Aujourd'hui, beaucoup de gens revendiquent le mérite, dans des podcasts par exemple, d'avoir conseillé Gorbatchev puis Eltsine pendant la période où la guerre contre la Russie est devenue purement économique. Ils se vantent d'avoir conseillé à la fois Gorbatchev et Eltsine, mais ils ne tiennent pas compte des millions de Russes morts à cause de la destruction de l'économie russe durant les années Eltsine, la période dite de privatisation. Des millions de Russes sont morts prématurément en raison de l'effondrement du système médical, du système de protection sociale, du soutien aux revenus, et ainsi de suite. Le président Poutine est arrivé à un moment où plusieurs méthodes visaient à détruire la Russie. L'une d'elles, que vous avez mentionnée, étant les guerres de Tchétchénie ou la tentative de créer une sécession dans le Caucase. C'était une autre méthode pour démanteler la Fédération de Russie. Ce fut sanglant des deux côtés, et cela fut finalement vaincu par le président Poutine. Ainsi, à mesure que la sécurité intérieure s'est améliorée, cette option de guerre secrète, ou par procuration interne, a été remplacée par une guerre par procuration aux frontières extérieures. La Géorgie et la guerre de 2008 en sont des exemples. À cette époque, souvenez-vous, le président Poutine avertissait l'OTAN lors de la conférence sur la sécurité de Munich, si je ne me trompe pas, en 2007, que la Russie considérait que l'OTAN ne se contentait pas de vouloir s'étendre vers l'Est, mais qu'elle cherchait à le faire de manière offensive, agressive et à créer des plateformes de guerre, y compris en Ukraine. Votre question était, la Russie aurait-elle pu intervenir pour empêcher cela à l'époque? Était-ce bien votre question? Je pense que c'est une bonne question. Et beaucoup disent, ce ne sont pas les podcasteurs qui reçoivent des invitations à Moscou de nos jours, que le président Poutine a attendu trop longtemps. Et ce retard, lancer des avertissements de lignes rouges, puis permettre que ces lignes soient franchies, retarder la préparation pour résister à la fortification des Ukrainiens, se déroulait de manière visible. Beaucoup en Russie le disent, et beaucoup pensent qu'ils ont raison. Ce qui s'est passé en 2014 a été le moment du « on vous l'avait bien dit » pour le président Poutine. Il était, comme vous vous en souvenez, absorbé par les Jeux olympiques de Sotchi, une période qui semblait heureuse pour la Russie.
Mais au même moment, nous savons désormais que les États-Unis préparaient un putsch à Kiev et avaient organisé les manifestations du Maïdan, qui ont conduit au meurtre provocateur, lesquels ont à leur tour entraîné la tentative d'imposer un calendrier électoral au président Yanukovych. Et puis du jour au lendemain, après que cela eut été signé par les Ukrainiens, par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, si je ne me trompe, avec un observateur russe. If I'm not mistaken, with the observer from Russia, that agreement, Poland, France, and the Cet accord, désolé, la Pologne, la France et le Royaume-Uni ont signé cet accord. La Russie l'a observé. Puis les Alliés ont simplement renié leur signature, et le putsch a eu lieu. Cela a lancé une nouvelle phase de la guerre visant à détruire la Russie, n'est-ce pas? Et c'est celle-ci que nous voyons maintenant dans sa défaite. La plateforme de combat ukrainienne, à son stade actuel, est en train d'être vaincue. Le président Poutine aurait-il pu réussir, par exemple, en février 2022, dans l'opération militaire spéciale conçue pour déclencher un contre-putsch à Kiev, pour provoquer un changement de régime et d'orientation à Kiev? C'était le plan. L'opération des forces spéciales russes lors de la bataille de Hostomel, la bataille pour l'aéroport Antonov, visait à susciter un tel contre-coup, un tel contre-putsch. Mais elle a échoué. Cela a échoué de façon désastreuse, et la plupart des forces spéciales ont été tuées. À ce moment-là, nous savons désormais que la partie russe a accepté d'ouvrir des négociations à Istanbul, ce qui a abouti au projet de traité que j'ai montré. On pourrait en parler encore et encore. Mais en somme, il serait juste de dire qu'il y a eu des moments où une approche différente aurait pu réussir. Mais ce ne fut pas le cas. Des erreurs ont été commises du côté russe, des erreurs coûteuses, et des leçons en ont été tirées. C'est l'une des particularités du côté russe, sa capacité à reconnaître ses erreurs et à en tirer des enseignements. Il ne devrait pas s'agir d'une doctrine de propagande de prétendre que la partie russe n'admet pas ses erreurs. Elle a reconnu ses erreurs. Nous en sommes là aujourd'hui, et il y a une appréhension considérable en Russie à l'idée qu'il serait une erreur de laisser Trump dicter à la Russie les conditions d'un règlement, car les Russes ne croient pas que les Américains soient crédibles. Le dernier sondage que j'ai vu, il y a environ un mois, désigne les États-Unis comme un ennemi plus important que l'Ukraine elle-même. Plus de Russes considèrent l'Amérique comme l'ennemi qu'ils ne considèrent l'Ukraine comme telle. Pourquoi? Eh bien, c'est évident, n'est-ce pas? Ainsi, l'opinion publique russe commence à évoluer. Les Russes ordinaires, les gens normaux, comprennent beaucoup mieux les erreurs commises et ils ne veulent pas en subir eux-mêmes les conséquences. Et il y a eu récemment un changement dans les sondages, à la fois pour le président Poutine, légèrement à la baisse, et pour le Premier ministre, Mikhail Mishustin, en baisse significative d'environ 11 points de pourcentage. Pour les autres organes du gouvernement, l'opinion publique évalue les faits qu'elle observe. D'un côté, les négociations avec les Américains, l'ennemi principal, et de l'autre, l'avancée de l'armée russe. Le soutien public au président est fortement corrélé aux performances de l'armée russe. L'armée est ce en quoi l'opinion publique en Russie a confiance. Il existe donc une très forte appréhension qu'un accord avec l'ennemi, à des conditions qui affaibliraient les victoires de l'armée sur le champ de bataille, puisse constituer une grave erreur répétée. John, changeons de sujet pour parler du conflit entre les États-Unis et le Venezuela. Donald Trump, lorsqu'il était candidat, parlait d'une politique de changement de régime avant même d'arriver au pouvoir. Il parlait de Soros. Puis une fois au pouvoir, ils ont évoqué la suppression de l'USAID, car l'USAID dépense l'argent des contribuables américains à l'étranger pour en quelque sorte promouvoir le changement de régime et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui,
Ce que fait Donald Trump est littéralement en accord avec ce que Soros essayait de faire au Venezuela depuis si longtemps. Alors, comment voyez-vous cela? On parle de nouvelles fuites de documents du Pentagone montrant que Donald Trump prévoit de rester là-bas, de harceler le Venezuela et de demeurer dans les Caraïbes jusqu'en 2028, si je ne me trompe pas. Que se passe-t-il au Venezuela? Comment percevez-vous la situation là-bas? Et comment distinguez-vous la politique de Donald Trump de ce que nous avons vu jusqu'à présent de la part de Soros et de ses partisans? Well, again, Eh bien, encore une fois, je considère que les éléments diffusés par l'administration Trump, par exemple le tweet appelant toutes les compagnies aériennes et les pilotes, constituent des preuves. Je feuilletais des papiers il y a 1 minute pour pouvoir lire ces éléments comme preuve afin de répondre à votre question. Le tweet de Trump du 29 novembre dit « Veuillez considérer l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela comme entièrement fermé. » Ce n'est pas un ordre de zone d'exclusion aérienne. Il n'y a aucun soutien du Pentagone ou de l'US Air Force pour faire respecter une telle zone. Si cela devait se produire, en tant qu'acte de guerre contre le Venezuela, les capacités d'autodéfense, y compris les systèmes de missiles antiaériens, seraient activées. D'après ce que je vois des preuves, et peut-être que je me trompe, Trump cherche à provoquer, à accroître la pression et à menacer, car c'est le genre de système d'extorsion dans lequel lui, sa famille, ses amis et ses soutiens opèrent. Et pourtant, quand je regarde sa dernière remarque, dès qu'il est confronté à une question sérieuse ou à un véritable obstacle sur le terrain, il recule, il se dérobe. Le 30 novembre, je regarde mes notes. Vous pouvez trouver le texte exact sur rollcall.com. On a demandé à Trump, « Pouvez-vous nous en dire plus sur les raisons pour lesquelles l'espace aérien au-dessus du Venezuela devrait être considéré comme fermé? » Et il répond, « Oui, parce que nous considérons le Venezuela comme un pays pas très amical. Ils ont envoyé des millions de personnes, vraiment, probablement un nombre supérieur à cela, et beaucoup de ces gens ne devraient pas être dans notre pays. Des prisons, des gangs, de la drogue, et ainsi de suite. » Je veux dire, c'est pas une réponse à la question. Puis, quand on lui demande « Votre avertissement signifie-t-il ?» il interrompt avec « Et la drogue ?» Il n'écoute pas la question. Votre avertissement signifie-t-il, c'est votre question, qu'une frappe aérienne est imminente, ou ne faut-il pas l'interpréter ainsi? Trump n'y voyait rien de particulier. Eh bien, n'y voyez rien de particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire, je ne menace pas d'une frappe aérienne. Je menace de tout le reste, mais pas d'une frappe aérienne. J'invite les pilotes et les compagnies aériennes à abandonner les vols vers Caracas. D'accord, c'est complètement illégal, mais il ne peut pas le faire appliquer. Et alors, nous le savons. En préparant l'émission d'aujourd'hui avec toi, Nima, j'ai vu qu'Emirates avait suspendu ses vols vers Caracas. Lufthansa a suspendu ses vols vers Caracas. Lufthansa et quelques autres utilisent des accords de partage de code avec une demi-douzaine de compagnies d'Amérique centrale ou latine. Volaris en est une, Copa en est une autre. Ils me sont tellement étrangers que je ne prononce même pas correctement leur nom. Néanmoins, le président Maduro a réagi, comme vous le savez, en déclarant que toute compagnie aérienne qui accepterait la menace de Trump et se conformerait à cette nouvelle mesure, c'est une sanction économique, pas vraiment militaire, une sanction économique présentée comme une mesure militaire, sauf que l'armée ne l'appliquera pas, perdra ses permis et licences, lesquels seront ensuite attribués à d'autres compagnies aériennes. Voilà ce qui se passe. Je dirais donc que c'est un bluff de Trump, un bluff typique de Trump. Il est incapable de... Désolé, il y a un camion de pompiers ou une voiture de police qui passe. Il est incapable de provoquer un changement de régime.
Comme vous l'avez dit, l'idée de Soros concernant les opérations secrètes consiste à stimuler des manifestations contre le régime de M. Chavez, puis de M. Maduro lorsque leur candidat échoue. Trump a accéléré et intensifié le niveau de violence dans le cadre de cette sorte de guerre contre la drogue. Cela ne convainc personne. Cela n'aboutit à rien d'autre qu'à la violence. Et ainsi, il intensifie sans utiliser la flotte. Oui, il y a un renforcement des forces à Porto Rico, à Trinité, en mer, un renforcement des capacités aériennes et maritimes, et ainsi de suite. Et on m'a dit que plus tard dans la journée, une réunion à la Maison-Blanche est prévue à 5 heures avec Stephen Miller, le grand défenseur de tous les slogans fascistes de l'administration Trump, Wiles, le général Kane et le secrétaire Hegseth. General Kane and Secretary Hegseth. So are they deciding to invade or attack? Alors, décident-ils d'envahir ou d'attaquer l'Ukraine? Le Venezuela, c'est ce que semble indiquer leur programme. Et peut-être qu'ils décideront d'agir. À mon avis, ils choisiront de masquer leur non-action ou leur inaction par ce stratagème de menace. Comme vous l'avez dit, un stratagème de menace destiné à chasser Maduro du pouvoir, qui durera des années. Peut-il y résister? Oui, il le peut. L'opinion publique au Venezuela, le soutien populaire à la défense du Venezuela. Pourra-t-elle résister à ce genre de pression pendant des années? Oui, elle le pourra. Le projet de zone d'exclusion aérienne fonctionnera-t-il? Non, il ne fonctionnera pas. Car, comme pour tout le reste, il y aura un moyen de le contourner. Et ces petites compagnies aériennes trouveront de plus en plus rentable de contourner la menace d'une zone d'exclusion aérienne dans l'espace aérien vénézuélien. Je crois que Trump est toujours en retrait lorsqu'il est confronté à une capacité terroriste importante qui menace sa base politique intérieure. C'est ce qu'il fait. Le problème, c'est que lorsqu'il devient trop violent, trop agressif et trop menaçant, sa retraite doit être camouflée. Le problème devient donc de savoir comment camoufler le retrait de la flotte sans invasion. Peuvent-ils plier bagages et rentrer chez eux sans envahir? Ils flottent au large. Et ce que nous avons décrit auparavant, c'est la menace de la baie des cochons. La menace que, s'ils tentent d'attaquer physiquement le Venezuela, ils se heurtent à une défense plus efficace qu'ils ne peuvent espérer détruire. Oui, merci beaucoup John d'être avec nous aujourd'hui. Eh bien, c'est une journée riche en actualités. Alors que nous terminons, nous voyons que la réunion à la Maison-Blanche dure depuis 56 minutes. Donc il y aura beaucoup à discuter très bientôt après notre fin. Bien sûr. Et la semaine prochaine aussi. Merci de m'avoir invité, Nima. Merci. Thank you for having me, Nima. Thanks. My pleasure. Avec plaisir.